Tentaculette. Aujourd'hui, nous accueillons Mathieu. Normalement, il est là. Et puis voilà, puis on va discuter entre début de vieux machin et bienvenue Mathieu. Ouais, salut, salut Benoît. Ouais, voilà, discussion pas au coin du feu, mais c'est un lundi après-midi, il fait pas beau. Voilà, il pleut et on se remet du week-end. Et puis c'est l'occasion de discuter de choses dont on parlait auparavant. Puis on s'est dit, bah tiens, si on en parlait sur ta chaîne. Donc voilà, Donc on sait d'où on part, on sait pas trop où on va, mais c'est le principe. exactement. Et grâce à la magie de la technologie, nous sommes en fait dimanche. Et Mathieu, où es-tu? Alors normalement, je suis à Octogone. Et normalement, vu ton horaire de diffusion le dimanche, je crois que je serai sur la route, je serai sur le retour d'Octogone. Voilà. Et puis là, on reçoit plein de choses. Il y aura la magie peut-être du montage parce qu'on reçoit des projecteurs. Voilà, il y a tout ça qui va arriver. Donc c'est une c'est le gros pic d'activité de l'association en Octogone. En plus là, on est partenaire et tu vois pas derrière la caméra, il y a tous les sacs que j'ai déjà préparés et on va avoir beaucoup de choses à transporter. Chaque année, il y en a de plus en plus. Mais du coup, vous allez y aller comment? Vous avez loin un On y camion? va. Non, avant on y allait, on prenait le train, mais maintenant en fait on y va en voiture. L'année dernière, il y a 2 ans, on avait fait les grands bourgeois, on avait loué une voiture. Là, cette année, on va prendre la grande voiture de Guillaume. Donc ça sera plus simple. Voilà, on aura notre confort et puis notre petit hôtel, bah, là où on s'était vu, là où tu avais traîné, l'hôtel où la moquette peut attaquer les gens quand Voilà. ils ont peut-être un peu trop bu ou ils ont été empoisonnés à la bière par les gens Un de endroit où tu vas Bartanique. laisser des traces. Voilà, mais bon, ça c'est des rumeurs. C'est des rumeurs. Je retourne sur les lieux du crime et je prouverai que c'était faux. Ok. Et moi, en fait, je serai à Chambéry, à traîner innocemment dans la foule, et voilà. Et donc, hop, on va attaquer le vif du sujet. Donc aujourd'hui, on vous propose des thèmes très très gais, parce qu'on va parler de la nostalgie en jeu de rôle, et ce qu'elle impacte un peu dans nos pratiques, dans nos consommations, et dans nos pratiques ludiques, tout simplement. Donc, on commence par quel bout? Oh bah, que dire? C'est quoi normalement, il faudrait qu'on fasse comme dans les bonnes dissertations, on devrait parler de l'étymologie du mot nostalgie et d'ailleurs, je crois que je l'avais vu, il y avait un truc qui était assez flippant. Tiens, je vais le regarder, là et bah, évidemment, on va pas se mentir, on a quand même un très gros de la population, rôliste qui vieillit. Et puis, en fait, on le voit aussi, voilà, c'est douleur et mal du pays. Retour, douleur, mal de pays. Voilà ce que veut dire nostalgie sur les bases grecques. Et comme on dit, le passé est un autre pays, on fait les choses différemment là-bas. Et, Et on peut pas y revenir. voilà, on peut pas y revenir. Et je pense que il y a quelque chose que je trouve très touchant et quelque chose que je trouve assez, ouais, effrayant aussi. C'est toute une génération où il y en a plus. Je parle évidemment ludique, hein. Il y en a plus derrière que devant pour beaucoup. On va être la première génération vraiment où ça va aller dans les EHPAD. Pas tout de suite, le plus tard possible, mais faut pas se voiler la face. Il y a un moment, c'est que ça arrivera. On arrive quand même à une période où bah, les auteurs qui ont bercé notre jeunesse disparaissent. Et puis alors, moi, pour ma part, qui suis aussi fan de comics, l'année 2022 et puis 2021, il y a eu un paquet de grands dessinateurs et autres qui sont partis. Et on parle régulièrement philosophie sur la chaîne Vieux Geek. Et c'est ça, on prend en compte finalement notre propre mortalité, le fait que nous ne sommes pas éternels. Et puis, je le dis tout le temps, moi pour ma part, on est des éternels Gatsby magnifiques, c'est-à-dire toujours à repousser en arrière et à vouloir recréer, retrouver quelque chose. Oui. Et puis, ouais. J'allais dire, la jeunesse nous le fait bien sentir, quoi, mais Bah, c'est le propre de la jeunesse. Mais, les parties, elles finissent plus à 6 heures du matin. ouais, avec leurs nouvelles pratiques et puis tout ça. Enfin bon, j'avais le VTT en tête parce on en a discuté un petit coup. Mais en parlant de nostalgie, toi, de ta lointaine jeunesse, c'est quoi les petites perles qui sont restées? Bah,
des perles qui sont restées et donc comme je te le disais, moi il y a le jeu de rôle et puis il y a la BD américaine. Je me rends compte par exemple dans toutes mes collections, combien quel est le clé, la clé, le cœur de ma collection, c'est, finalement, 4 ou 5 jeux et puis quand tu regardes, c'est finalement les jeux avec lesquels j'ai débuté. Et c'est pareil dans la bande dessinée, c'est les premiers numéros de séries qui m'ont marqué, c'est, le premier que j'ai acheté, que ce soit en anglais, que ce soit en français. Et je crois que c'est surtout ça, c'est je le disais, je sais plus, dans collectionner les jeux de rôle, on a un cœur et puis en fait on construit autour du un cœur de collection, puis après on construit autour, mais parfois de manière quasiment, mécanique. Et puis il y a un moment, bah, tu te dis, «Bon, bah, finalement, à quoi bon?» Puis tout comme, tu auras tendance à souvent écouter la même musique au bout d'un moment. Bah, on se rend compte que c'est la même chose, dans les jeux et on le voit d'ailleurs même dans l'industrie audiovisuelle, ce sont les gens de notre génération maintenant qui sont aux commandes, qui sont, les producteurs, les décisionnaires. Tu regardes le cinéma maintenant, c'est quoi? C'est que des adaptations. Quelle est la À part Avatar, des œuvres de cinéma, créées pour le cinéma, il y a eu Matrix, Avatar. Maintenant dans tout le truc popcorn, c'est des adaptations de films, c'est des reboots, c'est des trucs comme ça. Comme si en fait on était L'exemple, éternellement l'exemple, c'est vraiment enfin, toute la vague Marvel, voilà, qui est comme si on est découverte au cinéma par la nouvelle génération de ce qu'on découvrait en BD. voilà ce qu'on découvrait en BD et puis on est dans une espèce de cycle éternel où finalement on nous raconte toujours la même histoire. On nous raconte toujours que Bruce Wayne, ses parents vont être tués, et on modifie juste des choses. On a toujours cette espèce cet éternel recommencement et 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 enfin le nombre de jeux qui sortent, j'aime beaucoup Cthulhu quoi, mais le nombre de jeux qui sortent en rapport avec Cthulhu ou quand des fois on nous écrit, je voudrais, faire un jeu de fantastique avec des touches Lovecraftiennes dedans, est-ce que ça vous intéresse de le lire? Bah, tu trouves une formule un peu polie pour dire: «Bah, désolé, on a beaucoup de temps quoi, mais on n'a pas beaucoup de temps». Parce que c'est encore, et encore la même chose. Puis la notion de touche Lovecraftienne, c'est parfois à géométrie variable, on va dire ça comme ça. Ah, et puis en plus, Cthulhu, il y a enfin, je trouve ça un exemple à la fois très bon et très ambigu, où au sens, tu as vraiment une grosse communauté de fans, mais tu as aussi le fait que bah, maintenant, Cthulhu, c'est une licence libre, quoi. Et tout le monde peut Oui, s'emparer d'un truc qui. Voilà, tout le monde peut. Il n'a pas le droit de faire son jeu Seigneur des Anneaux, mais tout le monde, il a le droit de faire son jeu Cthulhu. voilà et puis avec des trucs super, hein, Cthulhu Hack, moi je trouve ça vraiment extraordinaire le Cthulhu Hack, hein. C'est super bien fait, c'est vraiment magnifique, enfin, mais tu vois, mais puis c'est une gamme. C'est une gamme aussi, ça c'est quelque chose qui est différent, mais tu vois, il y a des moments, tu as des jeux, je voudrais faire, tel jeu, avec des touches de Cthulhu. Bah, ouais, alors finalement autant faire un scénario que tu adaptes, enfin voilà, plutôt que de faire un jeu, basé dessus, fondé dessus, quoi. Mais est-ce que c'est dû à ta pratique ou pas? Parce que tu vois, moi, ça, je le ressens, mais par rapport à tout ce qui est DDesque, j'ai fait énormément de DD. Mmh. Et ce qui fait que maintenant, je suis à saturation parce que j'ai l'impression d'avoir fait le tour, puis juste avoir le droit d'avoir une nouvelle sortie version 5e. J'ai pas envie de rejouer pour la 40e fois la même campagne. Et même si, par exemple, toi, l'annonce de Planescape, bah, je suis tout choupidou, choupidou, mais Mmh. par curiosité, toi, j'ai déjà joué 5-6 ans dans Planescape. Est-ce que je vais vraiment y reconsacrer autant d'années de ma vie? Bah, honnêtement, non, j'ai envie de faire autre chose. Bah, la c enfin pour ma part, moi j'ai une relation qui est un petit peu différente avec Donjon, c'est que finalement Donjon, j'y ai pas tant joué que ça. Parce que, je en gros, dès que le Monde des Ténèbres va arriver, je vais quasiment me mettre, exclusivement sur le Monde des Ténèbres. Donc je vais avoir, va y avoir, tout un pan et si d'ailleurs je fais le podcast Discussions et Dragons, tout ça, moi je suis plus intéressé par, les histoires éditoriales, l'histoire de Donjons et Dragons, les manières dont telle ou telle chose sont sorties, les différents suppléments. Là, on va faire, Birthright, bientôt. Plutôt vraiment que d'y avoir joué et ça me permet en fait de découvrir slash redécouvrir le jeu d'une manière différente sans avoir la lassitude. En revanche, quand je relis des trucs du Monde des Ténèbres, hein, que je connais très bien, notamment la 5e, bon, je suis dedans parce que c'est un monde que j'aime beaucoup, mais je me sens pas emporté, parce que de toute façon,
on ne peut pas découvrir 2 fois pour la première fois une chose. Voilà. Ouais, c'est ça, je crois que revenir dessus. Enfin, à la fois, la nostalgie nous donne l'envie de revenir dessus, Mmh. et à la fois, voilà, ce premier amour où tu as été, voilà, t'as été transporté parce que c'était une découverte, on l'aura plus, point. Enfin, on pourra l'avoir sur un autre jeu, mais pas sur une répétition Oui, de quelque chose que tu connais déjà, quoi. Tu peux pas parce découvrir 2 fois le gâteau au chocolat. exactement et c'est dommage d'ailleurs. Moi, c'est pour ça que, quand je prête des BD ou Sandman ou des choses comme ça à des amis qui connaissent pas, je les envie parce qu'ils je sais qu'ils vont, ils ne peuvent pas, ils vont le découvrir et quand tu découvres, par définition, c'est voilà, une fois et c'est terminé et on l'a bien vu, par exemple, quand L'Œil Noir est sorti. Quand L'Œil Noir est sorti, il y a eu beaucoup de gens qui se sont jetés dessus. Pense alors, au jeu qui a fait venir le jeu de rôle en France, hein, parce que, c'est L'Œil Noir, hein, parce que L'Œil Noir, Warchimi. voilà, parce que où que tu habites en France, tu pouvais l'avoir, hein. C'est pas Donjons& et Dragons, où tu pouvais trouver L'Œil Noir en librairie, tu pouvais le trouver, partout. Beaucoup se sont précipités dessus et ce qui était intéressant, c'est quand ils sont retombés dessus, ils ont vu, ce que c'était. C'est le bouquin épais avec un système de jeu. Oh là, faut un petit peu tu fais bon, je vais relire le paragraphe, hein, parce que j'ai pas tout compris Ouais, on et est passé des petits fascicules noirs qui étaient comme oui ça à un truc bien épais. et c'est ça ou par exemple quand Mountblade ressort, j'aime beaucoup la mouture de Mountblade, mais les gens qui l'avaient acheté, en repensant à Stormbringer ont été déçus et à juste titre. Parce qu'en fait, je suis retombé sur la boîte de Storm, je l'ai rouverte et j'ai été frappé par le peu de texte qu'il y avait dedans. Et Hawkmoon, pareil, hein. Hawkmoon, il y a très, très peu de texte, hein, finalement. Heu et ça, il faut tu sais, c'est comme les gens qui parlent du livre Le Seigneur des Anneaux. On Beaucoup l'ont lu une fois il y a très, très longtemps. Qu'est-ce Entre le lecteur qu'on est quand on est en adolescence et puis le lecteur qu'on peut être dans 30 ans après, c'est pareil, c'est un homme se baigne pas 2 fois dans la même rivière, c'est pas enfin le même homme ne peut pas se baigner, 2 fois dans la même rivière, c'est pas possible et c'est ça, on a des souvenirs de jeux quand tu les relis, quand tu ouvres dedans, tu fais: «Waouh, c'était léger en fait». C'était léger, mais ça faisait notre bonheur. Ça faisait notre bonheur. Et toi, par exemple, sur Boneblade, autant j'ai trouvé le travail bien, autant je comprends qu'effectivement, quelqu'un qui a été amoureux des premières éditions, en revenant dessus et en pensant redécouvrir son Mmh. amour, voilà, et ben non, ça a changé, quoi. C'est devenu Oui, autre chose. surtout qu'en plus, Stormbringer a complètement changé parce que dès la V2, enfin dès qu'il y a le jeu de rôle Elric qui arrive, le système est revu pour être beaucoup moins puissant parce que on tu faisais le bon tirage à Stormbringer, tu avais n'importe quoi. Dénivelé! Ouais, non, mais c'était ça, hein, puis et quand même, hein, faudrait qu'on fasse une émission sur la triche parce que quelles sont les probabilités pour que chaque table de joueurs ait automatiquement un Melnibonéen, sachant que c'est 1 le Melnibonéen, voilà, mais bon. 1 ou 4 ou Ouais, bah, 5. c'était ça, ouais, c'était ça. Je crois que c'est un ou 2, puis après tu avais le Pantanguien, puis après tu te tapais, Mendiant de Naxokor. Mais, si tu veux, c'est ça qui m'a, qui est intéressant à voir, c'est quand tu te replonges, en fait, dans ces jeux, tu vois bien tout ce tout le fantasme qu'on en a et ce qui est d'ailleurs le propre même de la nostalgie, c'est de porter au nu une époque avec une perception qu'on Mmh. avait. Mmh. Voilà et puis je pense que si on se remet, si on avait l'occasion de se revoir à l'époque et puis de rouvrir, bah, on n'aurait peut-être pas forcément le même avis. Bah, tu vois, j'avais beaucoup apprécié, dans ma jeunesse, lire les Lance-Dragons. Je les ai relus Mmh. récemment, bah, en fait, je suis pas arrivé au bout, quoi. C'était en plus, toi, la petite traduction que j'ai lue, poche machin, donc Oui, 60 pages, j'ai fermé le bouquin, je vais garder mes souvenirs et puis on c'était va le celle qui laisser était tomber. coupée. Mais ce qui est bah, moi j'avais eu ça, c'était en relisant, Elric, le cycle d'Elric, parce que j'avais fait jouer, Stormbringer pour à des élèves et je me suis dit: «Bon, je vais relire». Oh là là, la fin, oh aïe 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 aïe, mais en fait, je me revois encore en train de rire. Je me dis: «Mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi». Donc voilà, il y a des il y a et c'est pareil, bah, de toute façon, c'est à tous les niveaux. On a tous eu ça, le côté de on revient dans un endroit, qu'on a connu quand on était petit, puis on se dit: «Mais en fait, c'était tout petit».
Et voilà, sur sur ce même style de comparaison, on a ça aussi quand on retrouve des vieux jeux. On dit: «Bah, dis donc, oui, effectivement, c'était direct. Oui, ils s'embêtaient pas de certaines choses». Et pourtant, tu vois, c'est ça qui Bah fait, oui, c'est ça. on est dans ce cercle. Moi, je trouve ça, très, très étonnant. Et enfin, mais bon, je refais encore l'analogie avec le comics. Avec le comics, c'est pareil, hein. Le comics, c'est du numéro un sans cesse, mais tu prends les catalogues jeux des cartes 95, tu retrouves les mêmes jeux. Donc c'est, les mêmes jeux qui sont présents. Et donc moi, là où je me dis: «Mais c'est quoi l'avenir? Qu'est-ce qu'on va avoir après? Quel sera le premier jeu de rôle à la 10e édition?» Ouais, on en parlait. Mais alors du coup, avant qu'on aille encore plus loin, toi sur les redécouvrir, je trouve on a fait redécouvrir le même et être déçu parce que bah, au final, les yeux que tu avais Mmh. d'enfant, c'est pas voilà, c'est pas la même chose. Et la déception aussi de redécouvrir le même qui est devenu indifférent et tu seras forcément déçu parce que justement, tu vas chercher ce qui te. Mmh. Bah, toi, ce fantasme sacré. Bah, c'est bête, mais par exemple, Musclor, la dernière version qui a fait hurler un paquet de personnes de notre génération. Mmh. J'ai jamais aimé Musclor. Du coup, quand j'ai découvert le nouveau truc en me disant, tiens, ça fait gueuler tout le monde, je vais regarder. Bon, j'avoue, déjà, j'ai regardé en mode vachement accéléré, un épisode, on passe à la fin. Mais j'avais pas envie de m'arracher les cheveux parce qu'en fait, Musclor, je m'en foutais. Mais c'est vrai que c'était quand même très différent comparé à ce qu'on avait quand on était gamin. Et je me dis, quelqu'un qui était fan de ça en pensant retomber dessus, oui, forcément, il va être déçu parce que c'est déjà pas le même. Que, voilà, Mmh. ils ont osé y transformer. Et puis, même si à mon avis, si tu reprends vraiment les vieux épisodes de Musclor et tu te les rebouffes, ça doit être, mais ça doit avoir mal vieilli Mais à puissance ouais, 1000. c'est ça. Moi, l'exemple, c'est, enfin, encore, je trouve pas que c'est vieilli. C'était, les Cités d'or, qui étaient ce dessin animé. Et en Là, on fait, va dans les cas exceptionnels, les cités voilà, d'or. voilà, bah, pour le coup, là, il a très bien vieilli. Et alors surtout, ce qui est intéressant, c'est que je l'ai montré à mes filles, enfin, juste le début, quoi. Et je voulais juste montrer le début pour voir si elle allait avoir une réaction, pour dire: «Oh, c'est vieux ton truc», parce que c'était évidemment en 2D. D'ailleurs, j'ai vu que Disney allait refaire des films il y avait un film qui allait ressortir en 2D. Et le ce que je voilà, c'est revoir, en fait, qu'est-ce qu'on veut revoir? Est-ce qu'on veut vraiment revoir, relire, ou est-ce qu'on veut revivre l'expérience? Parce qu'il y a un côté couteau émoussé parce qu'on peut plus être surpris comme on l'était auparavant. On n'a plus le même état d'esprit aussi quand on découvrait. Puis après, je reprends sur ces dessins animés ou ces Musclor, il y avait le fait qu'on partageait, tout le monde en parlait. Maintenant, on n'a plus avec le streaming, on a une fragmentation de mémoire commune au niveau de l'audiovisuel, parce que, il y a plus le feuilleton à 20h30 que tout le monde va regarder. C'est le truc est sorti, je le regarderai dans une semaine, dans 2 semaines. Voilà, on n'avait pas cette frénésie non plus de sortie qui arrivait. Beaucoup ont dit que le dernier épisode de Game of Thrones marquait la fin d'une époque de la télé. Parce que c'était le dernier épisode ou le dernier modèle de série où tout le monde allait, se mettre à un moment, aller voir au même endroit, enfin au même moment, la série pour la découvrir. Et et c'est quelque chose aussi, qui a tendance, enfin qui a maintenant disparu. Mais la redécouverte, en fait, à chaque fois elle peut amener, je trouve que c'est bien de l'amener quand on veut aller en touriste dans son passé. Mais y aller pour se dire, «Je vais revivre la même chose», on avec les vêtements d'époque, on va se rendre compte que les vêtements d'époque, ils sont devenus un peu étroits maintenant quand même. Et heureusement, parce que si on était exactement les mêmes, qu'auparavant, qu'est-ce que ça serait? Et un point, par exemple, qu'on n'a pas abordé sur ce nostalgie, c'est non pas ce qui ressort de l'époque, mais ce qui nous ramène à l'époque. Enfin, Mmh. toi, je pense à Stranger Things ou Tales from the Loops en jeu de rôle. Bah, toutes ces choses qui nous font refantasmer nos années 80. Que d'ailleurs, quand tu t'arrêtes 30 secondes, tu te dis est-ce que j'en ai des si bons souvenirs que ça Ouais. des années 80? Mmh. Ouais, il y avait pas que du bon. Non. Et ouais, t'en penses quoi? C'est ton interview, pas la Alors mienne. moi, je trouve que, enfin, je n'aime pas Stranger Things. C'est, j'aime pas, pour alors j'avais adoré la saison 1. Saison 2, ça pouvait, puis alors après, tout le truc avec la base russe, ça m'a gonflé. La dernière saison, je l'ai regardée, je sautais tout ce qui était en Russie. Je veux dire, je passais en avant parce que, je trouve qu'on sait exactement qui va mourir, qui va pas mourir.
que, en gros, bon, désolé pour le spoil, mais dès que c'est un nouveau personnage, tu sais que les chances de survie vont pas être énormes. Et, et puis il y a un moment, si j'aimais beaucoup me replonger dedans, bah, c'est pareil, Stranger Things, c'est que de la récup. Tales from the Loop, j'ai trouvé ça super parce que là, pour le coup, on a cette double couche, personnage-personne, où on peut replonger dans ses souvenirs réels et fantasmés, même si je sais pas s'il y en a beaucoup qui jouent en Suède. Et, et c'est vrai que cette vague des années 80, elle fait plaisir parce qu'elle nous rappelle certaines époques. Moi, je me rappelle, alors c'est plus tard, mais je me rappelle d'élèves qui m'avaient dit: «Mais monsieur, vous avez vu Pulp Fiction?» C'est de l'air de dire: «Mais d'où vous sortez?» Je dis: «Ouais, petit con, et au cinéma en plus», tu vois? Et, et c'est quelque chose qui est, voilà, qui nous ramène effectivement à une époque où les choses nous semblaient plus faciles, ou parce qu'on avait surtout que des yeux d'enfants et d'ados, puis qu'on n'avait pas conscience de tout ce qui nous attendait autour, parce qu'à 17 ans, on connaît pas grand-chose, et puis à moins, on connaît encore moins. Puis heureusement, quand on connaît pas grand-chose, ça veut dire qu'on a plutôt une vie sympa. Et le quand tu vois, Stranger Things, j'aimais beaucoup les clins d'œil, mais à un moment, en fait, bon, OK, il y a beaucoup de clins d'œil, ça me rappelle ci, ça me rappelle ça. Puis, bah, tout comme on ne se plonge pas éternellement dans le passé, bah, il y a un moment, tu dis: «Ouais, bon, je vais peut-être prendre». Moi, pour ma part, c'est une série, voilà, qui me fait assez peu vibrer. Voilà, j'avais adoré vraiment la 1re, et puis après, voilà, c'était, c'est pour ça que d'ailleurs j'en parle quasiment jamais dans Rollist TV ou quoi que ce soit, parce que, voilà, elle me fait bâiller. Et puis, comme de toute façon, on en parlait un petit peu hors antenne, je commence à en avoir marre de tous ceux qui donnent leur avis sur des séries qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas. Je m'en fiche royalement parce que ça ne fera pas changer mon avis. Et bah, je m'applique ça, et donc je ne dis pas, par le biais de Rollist TV ou autre, si j'aime ou si j'aime pas, parce que finalement ça regarde que moi. Bah, d'ailleurs, tiens, je me fais de l'auto-promo, mais j'y avais même pas pensé. J'ai une petite tendance en ce moment à faire des petits intermèdes en parlant de séries. Bah, là où je suis fier de moi, je donne pas mon avis si j'aime ou j'aime pas. J'essaye juste d'apporter des séries en disant ça, c'est un background de jeu de rôle. Mmh. Voilà, background de jeu de rôle, t'as une série complète, t'aimes ou t'aimes pas, mais on te pose un background. Alors moi, il y en a un que je trouve qui ferait un bon background, un bon jeu, voire même un bon roman, c'est Rings of Power. T'as envie de foutre la merde dans mes Voilà, commentaires? les anneaux de pouvoir, je me dis que ça pourrait faire un jeu de rôle, ça, non? Il y a personne n'a eu l'idée? Et non, Team Soup Dragon. non, puis de toute façon, moi, je suis dans une phase, j'avoue que les séries, bon, bien sûr, je les regarde, mais j'avoue que je suis plutôt dans une grosse phase, documentaire. Donc, quand on regarde mon Netflix, c'est surtout, des documentaires sur des trucs c'est, alors pas mal, j'aime beaucoup les histoires, les true crime, les trucs, voilà, de meurtre et tout ça. Alors généralement, mon background, enfin mon historique Netflix, ça va être, j'aime bien aussi avec les sectes. Alors un truc de secte, là, il y en a eu un excellent là sur une secte dans l'Utah. Puis après tu auras Peppa Pig, et puis après tu auras les meurtres blabla, et puis après tu auras Pas de patrouille. Voilà, c'est ça mon historique. Voilà, il y a une collision. On pourrait. En psy, qu'est-ce que ça révèle de toi? Alors attention, je précise, hein, Pas de patrouille et Peppa Pig, c'est pas moi qui les regarde, hein. Non, non, mais j'aime bien parce Non, mais que on en a fait, les excuses qu'on peut, Mathieu. voilà, voilà. Non, j'aime bien parce que, bon, déjà pour le boulot, parce que je fais tout un semestre sur les grandes affaires criminelles, du monde anglophone, mais pas, les trucs de tueurs en série, c'est celles qui vont changer la société. Donc, bah, dedans, tu as enfin, c'est couvert par certains des documentaires, et notamment sur l'éventreur de Yorkshire, The Yorkshire Ripper, qui avait beaucoup marqué au niveau, en gros, c'était que des femmes qui étaient assassinées, enfin, c'est des prostituées. Et puis, à un moment, le tueur, va tuer une jeune fille qui revient de l'école, et là, la presse va titrer: «Une jeune femme innocente a été assassinée». Voilà. Et ça va créer un grand mouvement, et surtout, tu vas te retrouver avec, la police qui est complètement, débordée, et puis qui va juste dire aux femmes: «Bah, ne sortez plus, et puis surtout, habillez-vous cheveux longs». Enfin voilà, c'était, tu vois, c'est dans ce genre d'optique, voilà, que j'aime bien. Sinon, quand c'est des tueurs, voilà, bon, après, il y a toujours des choses intéressantes, hein, mais bon, ça en dira long effectivement sur ma part. Bon, bah, du coup, on est bien parti. Mais c'est très bien, c'est fait pour. Je vais essayer de recentrer, parce Ouais. qu'on avait frôlé le travail. Attention, il y a 3 points sur la feuille. La nostalgie, point Mmh. 1. Et le point 2,
les grandes franchises comptent 2 sous-points, c'est ce que je compte le point Mmh. 3, les nouvelles grandes franchises, les anciennes grandes franchises. On avait même vaguement abordé quelles seront les futures grandes franchises dans les trucs d'aujourd'hui. Je Ouais. m'exprime mal. Oui. Qu'est-ce qu'on pense qui pourra marquer la postérité? Ouais, parce que enfin, c'est aussi lié à la nostalgie, c'est-à-dire que, je parlais du catalogue 95, en fait, ces jeux on a des jeux qui sont toujours là. Je suis désolé de l'analogie avec le comics, mais on a toujours Batman, on a toujours Superman, on a toujours Spider-Man, on a toujours ça. Et et c'est vrai que quand tu regardes, bien sûr, tu as Donjons& et Dragons, mais qui est totalement différent. Tu as, Vampire, qui était une des franchises énormes et après, tu as l'Appel de Cthulhu et ce qui m'a toujours, étonné, c'est que bien entendu, il y a eu des jeux qui ont eu du succès, mais d'avoir un côté, omnipotent, bah, finalement la dernière grande franchise, c'est début des années 90 et c'est Vampire. C'est-à-dire, 500 suppléments, enfin le truc voilà. Après il y a eu encore une fois, je dis bien, il y a eu des jeux excellents, je pense notamment à L5R qui à l'époque de AEC, pareil, inondait le marché, mais qui est revenu à vivoter. Tandis que là, on a toujours eu avec Vampire cette, nouveauté. Donc en fait, sinon on se retrouve avec de la fantasy, on se trouve avec, de l'horreur contemporaine et puis de l'horreur 1920, tirée de cet illustre, inconnu, qu'était, Lovecraft, à l'époque. Ouais, et puis encore, il y a l'aspect horreur enquête, quoi. Avec... Voilà, il y a et d'ailleurs, on peut vraiment quand même se poser la question de pourquoi est-ce que, si on te disait: «Le jeu qui marche le plus, c'est un jeu où tu fais des enquêtes dans les années 20 sur des monstres», hem, tu te dirais: «Qu'est-ce que ce jeu a en plus pour devenir un espèce de phare incontournable, du jeu de rôle?» C'est ça qui est Ces super clones n'ont étonnant. pas marché. Enfin, toi, autant des clones d'ADD, bon, on va même Mmh. pas les compter. Les variations de vampires, quelque part, ça a ouvert la porte à tout ce qui est fantastique contemporain. Du cult et puis des trucs un peu plus costauds, plus gore, oui, tout à fait. Même si c'est pas exactement des clones, mais bon, voilà, Oui, c'était le premier gros truc. On joue du contemporain fantastique. Tandis que l'ADC, enfin, j'ai rien contre Shield, mais tu prends Shield, ça n'a pas le dixième du quart du oui, succès d'un ADC. voilà et c'est ça que j'ai jamais réussi à trouver la question de pourquoi ça a autant marché. Je pense qu'il y a ce mélange où, finalement les joueurs peuvent faire pas mal de choses, ça peut aussi défourailler dans tous les sens. Je pense que tu vois, il y a ça, il y a le côté où tu as des phases où tu es en exutoire dans le jeu, voire cathartique, où tu vas aller massacrer de l'adorateur. À côté, tu as des phases où tu te fais tout, tout, tout petit, puis tu espères que tes dés vont faire des bons résultats. Et puis tu as cette espèce de voyage dépaysant dans les années 20, mais qui est dépaysant, mais pas suffisamment. Tu vois? Enfin, en fait, on est à la limite, c'est-à-dire que c'est dépaysant, mais tu arrives quand même à avoir tes repères. Donc, tu es pas là en train de te dire: «Ça existe ce truc-là», tu connais déjà un petit peu les choses. Et puis on joue dans un parce que l'Amérique des années 20, c'est pas une Amérique sympa, hein. Et donc on joue plutôt le bon côté sympa des Amériques. Parce que s'il y a bien une chose que j'ai pu apprendre avec l'appel de Cthulhu, c'est que tu apprends absolument rien sur les années 20. Voilà, on est dans la vie au quotidien, on apprend absolument rien sur le pays. On sait pas qu'en 1925, tu vas avoir, je sais plus combien de milliers de personnes du Ku Klux Klan qui vont défiler à Washington. Voilà, donc et qu'on avait plus de 5 millions de personnes qui adhéraient au clan. J'ai une petite tentative de réponse, à Vas-y. savoir que ADD, c'est très marqué pour nous parce qu'on a une culture drôliste. Ça peut être très marqué si on dit oui, mais ça rattache au conte de fées. D'un autre côté, à chaque fois, il y a eu une tentative de Mmh, film ADD. Bon, on attend de voir celui qui arrive, mais jusqu'à présent, ça n'a pas été un méga succès. Et il faut mmh, attendre Le Seigneur des Anneaux pour avoir un mmh, vrai succès mondial de mes fans. À la rigueur, Willow, mmh. voilà, mais qui n'avait pas non plus ce niveau-là. Vampire, on a eu quoi? On a eu les bouquins d'Anne Rice, le jeu, et bah, des vrais bons films de vampires, il n'y en a pas non plus, voilà, tous les 150 000 ans. Puis d'ailleurs, avant Anne Rice, bon, on avait Stoker avec Dracula. Mais la DC, bah, j'ai l'impression que bah, c'est un truc culturellement qui a été senti, qui a influencé plein de BD, Oui. plein de films, plein de quelque chose qui est peut-être plus léger, mais beaucoup plus transverse dans la culture de l'imaginaire. On n'a pas attendu que ça soit un jeu de rôle, on n'a pas. Oui, je pense qu'il y a ça. Après, tu vois les sorties de Chaosium à l'époque,
Hem, est-ce quand tu vois tout ce qui sort, tu te dis, bah, que, bon, bah, c'est un jeu comme un autre qui est pas forcément pressenti à avoir, ce succès énorme. Je pense aussi que ça, c'est quelque part aussi, c'était un jeu qui faisait un jeu, parce qu'on va pas trop se mentir, tous ceux de notre génération qui connaissent Lovecraft, c'est parce qu'il y avait le jeu L'Appel de Cthulhu, et L'Appel de Cthulhu a nourri quand même a nourri le jeu, enfin l'Appel de Cthulhu enfin Cthulhu a nourri les bouquins et vice versa. Puis il y avait ce côté, parce que Lovecraft était pas connu ou il était juste aux éditions, J'ai lu, puis après aux éditions Pocket. Mais tes profs le connaissaient pas, et donc il y avait un petit peu ce côté, tu sais, on pouvait se reconnaître, entre initiés là, en levant le petit doigt, quoi. Ah, moi, j'avoue, j'ai eu peut-être eu de la chance sur ce point-là. C'est mon prof de troisième qui nous a fait découvrir Ah! Lovecraft. Ah bah super, Monsieur super. Emonin. Bon bah, Merci à lui. qu'il en soit remercié, parce que, Ouais. enfin la doxa de l'éducation nationale, c'était de parler d'Edgar Poe, Mm. parce que Poe avait été traduit par Baudelaire. Voilà, et c'est pour ça, et personne à l'époque ne s'intéressait aux traductions de Baudelaire, qui étaient, enfin, il faisait du Baudelaire, il faisait pas du Poe. Mm. Donc, c'est ça, et je pense effectivement pour, ce qui est de l'appel enfin pour Donjons& et Dragons, il y a ce côté Cthulhu, et puis il y a pardon, il y a ce côté, Tolkien, et puis aux États-Unis, il y a quand même toujours aussi cette espèce de fascination pour le Moyen Âge, ce côté médiéval. Parce que c'est ça, quand tu regardes les premiers exemplaires de donjons, les dessins sont éminemment médiévaux. Tu vois les bâtisses, tu as l'impression de te balader en Bretagne, tu as l'impression de te balader au Mont-Saint-Michel, dans les vieilles villes, et c'est que plus tard qu'on va avoir une architecture, de fantasy. Mais c'est là un point très très marrant, je trouve, c'est que voilà, eux, ils l'ont fantasmé, alors que la féodalité, c'est chez nous. Oui, Enfin, voilà, ils auraient fantasmé leur passé, ils avaient qu'à faire des Landes à l'époque, quoi. Mais exactement. ils pouvaient, enfin, c'est chez nous la féodalité, bande de voleurs. Et si tu veux, c'est, le attends, justement, je revérifie une des choses. C'est qu'on a on a cette espèce de projection de fantasy, alors qu'on aime aussi beaucoup parce que, bah, là, c'est pareil, enfin, l'incarnation même de la puissance, en jeu de rôle, c'est Donjons& et Dragons. Parce qu'il y a ce côté de montée de niveau, il y a tout ça. L'appel de Cthulhu, c'est l'inverse, tu un côté d'attrition, c'est-à-dire que tu commences, puis tu sais que finalement plus la partie va augmenter, moins c'est bon pour toi. Mais toi, Et si on en est là-dessus, je le place juste là, et là, c'est moi je cherche la caillasse, mais ADD, il y a un aspect, c'est ouvert aux gamins, au sens où il y a ce côté Willow. oui, tout à fait. Tu t'inities ton neveu qu'à 9 ans, tu gères tout le côté technique, lui il s'amuse, et puis youpi dans le donjon, ça passe. Vampire, bon, tu vas attendre que ton neveu il ait grandi, puis qu'il ait 15-16 ans. 14 si c'est précoce. Mmh. L'appel de Cthulhu, bah, t'attends qu'il soit un jeune adulte. Oui, et puis Vampire, c'était un adolescent déchiré qui se balade sur les toits, torse nu. Mais c'est, Je suis un poète, tu ne peux pas me comprendre. voilà, et moi ce que j'aime, ce que j'aime beaucoup, c'est que, finalement tu te retrouves avec, toutes ces projections qui reviennent, et finalement quel est le monde où tu c'est pour ça que je trouve que Donjon, et c'est i on retourne dans le conte de fées. C'est pour ça que finalement on aime bien, on oublie tous ces problèmes, on est dans un monde où on est puissant, un monde où il y a pas de pollution, un monde où il y a rien de tout ça. Tu vas jouer au monde des ténèbres, bon, bah, là, tu vas avoir un peu plus de pollution, et ça va être plus difficile, enfin, c'est une évasion par le réel. Attends, il y en a un vraiment qui est l'évasion par un autre miroir. C'est comme ça que je les vois, et c'est pour ça que Vampire aussi a tellement marqué, parce que je trouve que, Vampire, quand Vampire est sorti, il correspond à une époque, le fameux Zeitgeist, qui, où que je parlais d'évasion par le réel, parce que la mode était au sombre, hein. La mode était au sombre. On était avant la période Harry Potter, au cinéma, et la période, Seigneur des Anneaux, où là, soudainement, le sombre va disparaître et on va retourner vers un enchanté, qui est beaucoup plus proche d'ailleurs que Donjons& et Dragons. Et puis à côté de ça, tu as cette espèce de truc intemporel, Lovecraft quoi, années 20, horreur, monstre, bah, ça bouge pas, mais ça a toujours autant de succès. Et un deux autres points sur le, bah, du coup, enfin, enchantement et. Mais ouais, Lovecraft reste bizarre. Putain, je fais mon idée, comme ça je vais arrêter de tourner Mmh. autour du pot.
La mort dans un DD, au pire, celle qui pose problème autour de la table, c'est la mort d'un joueur. Mm. Bah, les buter des gobelins, ça n'a jamais été le problème pour Non. personne. Voilà, le gobelin, voilà, c'est un sac. Ouais. Voilà. Je suis team gobelin, je trouve que c'est un truc mais bon, c'est une autre Ah bah il y question. en a eu du génocide dans le jeu de gobelins dans le jeu de rôle. Et personne il va se dire, oulala, on tue un truc qui a sûrement une famille, qui a des gosses, qui a des. Mais bah, là, tu sais, tu mets le point. Alors, ça nous rejoint avec la nostalgie et le fait qu'on grandisse. Je le dis souvent dans mes vidéos, moi, l'initiation au jeu de rôle des enfants, je veux pas que mes filles fassent des actions violentes. Pour moi, j'ai pas envie qu'elles prennent quelque chose pour tuer. Et il y a la relecture de certains scénarios. Tu sais, c'est écrit si les joueurs décident de l'attaquer, de le tuer, tout ça, et tu lis la présentation du PNJ, tu as dans les faits absolument rien qui justifierait le fait que les joueurs sortent leurs épées et le coupent en morceaux. Et il m'arrive aussi régulièrement de me dire: «Mais pourquoi il le tuerait?» et puis de me dire et que c'est normalement, il y a tel personnage qui doit mourir et ben, j'ai pas envie de le faire mourir. Et mes histoires, elles sont aussi, violentes, noires, sombres et tout ça, mais dans un cadre à la Donjons& et Dragons, je vois pas l'idée. Je me dis: «Mais pourquoi il le tuerait?» et donc on et ça, c'est des choses qui sont les fameux murder hobos qu'on retrouve dans Donjons& et Dragons. Mais moi en vieillissant, bah, je me rends compte que je suis beaucoup moins prompt à ce que tout se finisse en bain de sang. Donc mon bon vieux monsieur tout fout le camp. Ah, mais on devient vieux, mais c'est des choses dont on n'a plus conscience. Que Mmh. justement, toi, gamin, j'ai génocidé des gobelins comme tout le monde, hein. Mmh. Mais après, t'es un vampire où tu te dis déjà plus. Voilà, quand tu tues quelqu'un, déjà, ne serait-ce que mécaniquement, tu vas avoir des problèmes avec ton humanité. Voilà. Mmh. Et puis après, t'as l'appel de Cthulhu où t'es censé être quelqu'un de normal. Et les gens qui tuent, c'est les sectaires. C'est nous, on Voilà, tue pas. voilà Normalement, on tue pas quand t'es un et que investigateur. comme ils ont 0 en santé mentale, on peut les massacrer nous, en tant que joueurs. On peut les massacrer parce que de toute façon, c'est des rebuts et puis ils sont perdus pour la cause. Moi, j'ai des souvenirs où à un moment, on fait arrêter, des adorateurs et on les fait interner. Non, on les interne pas, on les tue et ça amène des scènes, énormes qui restent par exemple pour nous autour de la table, des grands, grands souvenirs où, on avait massacré, bon, voilà, il y avait encore eu une invocation, il y avait encore eu une intervention et on était couverts de sang et tout ça et puis il y avait, 2 ou 3 personnes terrifiées qui avaient assisté à ça et on arrive plein de sang, puis elles nous croyaient pas et je sais plus qui autour de la table, si c'était moi ou quelqu'un d'autre, a dit: «Mais puisqu'on vous dit que c'est nous les gentils!» alors tu sais qu'on venait de tuer 25 personnes couverts de sang quoi: «C'est nous les gentils, alors arrêtez!» c'est avec les yeux exorbités et voilà et d'ailleurs là, c'est ça la moralité dans l'appel de Cthulhu, elle est, et quand je parlais de moments exutoires, ils sont là. Tu as des moments cathartiques où tu vas aller buter tout le monde, hein. Tu vas aller buter tout le monde, hein et il y a vraiment cette espèce de descente aux enfers que là, en tant que personnage d'ailleurs, en tant que joueur, tu peux ressentir. Mais là où donc Cthulhu, je trouve que ça raconte quelque chose. Bon, déjà, je trouve que les investigateurs qui tuent des gens, effectivement, quand c'est pour empêcher un rituel, que tu as conscience que ça va ramener un truc cosmique qui va te massacrer une ville, l'enjeu moral, tu te dis, bon, je me salis, mais c'est ça aussi qui est bien, quoi. Même si tu tues un méchant, tu es quand même censé perdre de la santé mentale, Ouais. aller faire un petit tour à l'hôpital, enfin, tu n'es pas censé le vivre bien. Voilà. Même si on peut jouer du Cthulhu Pulp et puis flinguer, Vous tirer l'arigot, voilà. ouais, Il y mais avait c'est un ça aussi. collier de poisson, je l'ai tué, c'est normal, Tu c'est sais, un collier. je pense aussi, tu vois, on parlait c'est que dans ce côté, l'appel on joue quand même souvent des nantis dans l'appel de Cthulhu. Moi, il y a toujours une phrase qui m'a fait rigoler c'est dans les masques. Il y a un parcours en bateau et puis c'est écrit, si des joueurs, décident de passer tout le parcours dans la de passer le trajet dans la soute. C'est un truc du genre, je crois que si tu vas de New York à Londres en bateau et mais dans la soute. Tu fais: «Mais non, mais c'est évident que tu vas jamais avoir dans un groupe d'investigateurs où c'est, que des mendiants ou des gens qui vont sur les routes, des sans-abri». Tu auras toujours le fameux dilettante ou, le riche héritier qui va payer pour tout le monde. Parce que ça fait partie du décorum ça de l'appel de Cthulhu. C'est Agatha Christie, Croisière sur le Nil, hein. On n'est pas là dans dans les bas-fonds à plus savoir ce qui va nous arriver. Donc, on a cette projection de confort et puis après cette espèce de projection de moralité. Mais tu vois, à côté de ça, bah, tu vois, tu prends donc ces 3 grandes franchises, bah, tu prends par exemple L5R. L5R par beaucoup d'aspects, bah, va plutôt se rapprocher de Donjons& et Dragons. Je sais qu'il y en a qui vont hurler, mais parce que c'est bien plus loin de Vampire et de l'appel de Cthulhu que
que ça. On est dans cette espèce de déclinaison d'un passé plus ou Le moins fantasme du médiéval, médiéval. fantasmé, qu'on retrouve. Et après, c'est aussi en fonction des pays, parce que Traveller en science-fiction a beaucoup marché. En France, la science-fiction, ça marche très très peu finalement. On Et tu vois, mais on n'arrive jamais à se débarrasser de ces 3 grands types, parce que c'est des jeux qui sont toujours actifs. Vampire, c'est la 5e, Donjon, c'est la 5e, Cthulhu, c'est la 7e. Voilà, Même tout pas ça. la 8. Non, non, et on va avoir la V6 de Pendragon qui va arriver, et on va avoir aussi, dans les nouvelles éditions, non, je crois que là, pour l'instant, ça a plus quand même, puis bon, on va avoir la 5.5 de Donjon qui, voilà, qui va arriver. Mais là aussi, finalement, les donjons en tant que franchise, c'est assez spécial dans cette 5e, parce que ce qu'on disait hors antenne, c'est qu'il y a plus de gamme. Ce sont des suppléments qui traitent de choses différentes, mais ce sont des suppléments. Spelljammer, qui est super décevant, bah, il fera une sortie, un truc qui coûte cher, et point barre. C'est plus une gamme comme Spelljammer, c'est plus une gamme comme Birthright, Al-Qadim ou les autres. Là, on a vraiment un jeu et on veut casser de toute façon la notion d'univers vu à tel point d'univers connu parce est résiduel, vu le nombre de sorties sur le multivers qui existe. C'est assez énorme. Il y a Planescape qui va arriver et on n'a pas le même jeu, mais aussi, je crois qu'il faut voir une chose, c'est que tout comme chaque histoire correspond à chaque histoire correspond à une génération, le jeu de rôle se raconte ou se joue maintenant différemment. Ouais, c'est ce que je notais. Il y a une transformation des ventes, il y a une transformation des Voilà. achats. Je ne sais Et pas si ça vient des éditeurs ou de nous, mais c'est plus consommé pareil. Et je trouve là-dessus le DD5 est vraiment emblématique. On fait ils ont plus tout de compris. gamme, on fait hop, un produit, tu le consommes, tu le joues, tu passes au prochain. Et c'est pour ça que, en gros, quand ils annoncent des sorties de trucs enfin des ressorties, donc tu vas avoir les plus anciens qui font ah ouais, chouette. Tu vas avoir ceux qui sont dedans, qui découvrent, qui connaissent pas, qui se disent ah bah tiens, les anciens disent que c'est chouette, on va voir. Mais la clé, et je sais plus, je crois qu'on arrive dans un des points dont on a c'est que euh, on n'est plus les cibles de ces jeux. Parce que pour moi, Wizard, c'est le premier éditeur qui ne pense plus comme un éditeur qui a grandi avec nous. Wizard, ils veulent une seule chose, ce sont les nouveaux joueurs. Et c'est pas toi, c'est pas moi qui veulent, parce que de toute façon, on n'achètera pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est cette nouvelle génération de joueurs. En un sens, ils ont totalement raison, même Voilà. si pour nous, c'est dur. Mais surtout, c'est que là, c'est un truc que je dis souvent. Éditeur, tu as déjà un public qui t'est acquis. Tu cherches quoi? Avoir plus de Mmh, public ou à juste contenter ton public voilà, vieillissant qui va de plus en plus être moins nombreux? voilà. Et donc, comme on dit, c'est fantastique Paris sur l'avenir. Et que justement, ce sont des éditeurs. Moi, par exemple, j'adore Chaosium, mais c'est encore un éditeur qui pense comme il y a 20 ans, voire même plus. Parce que les ressorties de RunQuest, elles sont magnifiques et sont somptueuses. On n'a jamais eu un jeu aussi beau. On n'a jamais eu un jeu qui te donne autant envie de te plonger dedans. On n'a jamais eu un jeu qui te donne autant peu envie de jouer à ce jeu. Parce que c'est une horreur. C'est une horreur. Le système est super lourd. Il y a plein de trucs. Moi, je dévore à chaque fois les RunQuest, mais je sais très bien que j'y jouerai pas. Mais dès qu'il y a une nouvelle sortie, je la dévore. Pour moi, je m'évade dedans. Et Wizard à côté, ils ont pigé le truc. Et c'est pour ça que Donjon a tout compris. Parce que ils te font. Alors, est-ce qu'ils ont les moyens financiers, bien entendu, mais ils te sortent une boîte à 20 €, bah, t'as tout. Voilà. Et puis c'est super bien pensé. Donc là, on parlait des franchises, là, on revient, tu vu comment on revient là-dessus? Tu vois, la franchise du futur, j'aimerais bien savoir ce qu'elle va être, et j'espère que ça sera pas Donjons& et Dragons. Le jeu de rôle, peut pas avoir tout créé dans ses 10 premières années. Tu peux pas, 74 jeux de rôle arrivent, Cthulhu, ça doit être 84. Voilà, tout ne peut pas être que la redite des 10 premières années du jeu de rôle. Je mets Vampire à part. Tu vois, c'est ça la question que je me pose, c'est et on Sortir en du fantastique. Toutes nos mmh, grosses licences, tous nos gros jeux, ça tourne tout le temps sur fantastique slash SF de temps en temps. oui, tout à fait. Et c'est, heu
Mais après, qu'est-ce que le jeu de rôle sans fantastique? Il y en a qui existent, mais on a quand même un petit peu l'impression parce que l'évasion qu'on veut, on aime bien avoir ce fantastique. Mais moi, voilà, parce qu'après, bon, il y a les jeux de rôle Star Wars, il y a tout ça, le jour où ils seront disponibles. Mais j'ai pas de réponse, moi. C'est une question de plus. Tu vois, je regarde tous mes bouquins, mais je me dis, mais allez, quand je vais arrêter le jeu, puis que j'en fais quoi de tous ces bouquins? J'en fais quoi? C'est pas mes enfants qui vont les reprendre. Je vais les revendre pour que ce soit un autre collectionneur qui les revende plus cher. J'en fais quoi de tous ces livres? Et voilà, donc je les donnerai très certainement à des gens, mais et puis j'en garderai 4 ou 5 parce que ce seront les jeux qui m'auront fait vibrer et sur lequel j'aurai un vrai rapport. Pas un jeu que j'aurais eu et quand tu l'ouvres, il craque encore parce que tu l'as lu qu'une fois, quoi. Mais ça, c'est une vraie question. Moi, tu vois, il y a Knight que j'aime beaucoup, qui je trouve a tout un potentiel, mais Knight a créé sa propre fin dessus. Héros et Dragons, ou enfin roll and play, peut être quelque chose parce que c'est cette nouvelle consommation du jeu de rôle qui se transforme. Ça peut être ça, mais moi je voudrais que, je sais pas, on est en 2022, en 2037, il y ait quelqu'un qui dise: «Ah, je me rappelle de cette campagne quand elle est sortie». Moi, je Voilà. t'avoue, j'espère que Nuts deviendra pour la génération actuelle ce que Cops a été pour la mienne. Mmh, mmh, Mais toi, c'est ouais. pareil, Cops, c'est pas ADD. Non, non, c'est pas allé et moi je me rappelle, j'avais beaucoup joué à Berlin 18, hein, qui était, et il y a plein de manières. Alors c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à en sortir? Parce qu'il y a aussi, le fait que beaucoup de joueurs, on est dans l'habitude que tu sais le fameux: «Ouais avant, les règles c'était compliqué», enfin c'était pas compliqué du tout, puis tu dis, heu: «On joue la semaine prochaine avec Lipsface, tu nous fais une partie?» «Ah non, non!» Donc Amuse-toi. voilà, amuse-toi. Donc on a parce que on a de ces personnes qui sont enfin le gros de la communauté, pour reprendre le terme, ce sont ces vieux joueurs et ces mêmes vieux joueurs, on n'a plus le temps pour, se lancer dans des règles ou des choses différentes et donc bah, on a il y a un certain confort. Il y a un certain confort qui peut arriver. Mais c'est certain que, il moi je vois pas la grande j'aimerais bien découvrir moi la grande campagne, celle qui fera, qu'on s'en rappellera et que c'était super. Alors il y a des très, très bons trucs en Héros Dragon, slash roll and play, ça c'est très clair. On parlait d'Oblivion, on parlait de tout ça, donc c'est la question que je me pose et c'est aussi la question qu'on peut se poser parce qu'on arrive tout doucement vers la fin du cycle d'une génération. Ouais, la grande campagne, j'ai envie de dire, c'est celle que tu fais maison, quoi. Bah, c'est ça aussi, c'est que, dans cette relation assez intime du jeu, on a ça parce que, c'est ça qui est terrible, c'est que si tu dois citer, les grandes campagnes de jeux de rôle, bah, qu'est-ce qui va arriver? Bon, il y aura, les masques de Nyarlathotep, la campagne de l'Enfant Roi. La campagne de l'Enfant Roi de Pendragon, je pense que ça doit être 86, hein, quelque chose comme ça et je regarde là en même temps, tu vas avoir, la campagne impériale de Warhammer. C'est pas des choses, qui Ne me sont lance pas sur la campagne impériale, je vais médire à l'écran. d'accord, OK, donc on ne va pas le faire, c'est mauvais pour notre cœur. Alors tiens, attends, tu vois là, La quatrième partie. Enfin bon, qua j'espère beaucoup de la réécriture. alors j'ai dit des bêtises, visiblement c'est 95, Boy King. Tiens, j'avais l'impression que c'était beaucoup, beaucoup plus jeune, moi qui ai toutes mes versions de Pendragon ici. Et donc bon, tu vois, à 95 et après tu as, L'ombre sur, la forêt noire là, The Darkening of Mirkwood que je trouve extraordinaire. C'est une que je voudrais vraiment faire jouer pour l'anneau unique. Mais on n'a pas de et tu vois, tu as des jeux marquants comme RunQuest. RunQuest, il y a pas de grande campagne dessus. Donc c'est enfin quand je dis grande, hein, bien sûr, c'est celle pour moi la grande campagne, c'est celle qui dépasse, les limites du jeu. C'est-à-dire qu'on en a entendu parler en dehors du jeu. Que voilà, on sait que c'est un des trucs de référence. Non, Donc genre les masques pour Cthulhu. Tu es pas voilà, obligé tu vois? d'avoir jamais joué à la DC pour, Voilà, c'est ça, c'est celle que tu connais. Donc, on a ça et puis on a aussi, bah, beaucoup maintenant de jeux
comme tu le disais, qui se fait chez soi, donc que l'on peut voir parce que, bah, notamment, tu as des jeux en ligne, tu as l'Actual Play, tu as les campagnes, bah, celle, ben, je pense à Critical Role et puis pour d'autres qui se parlent. Moi, alors, un des trucs que j'ai beaucoup aimé dernièrement, c'est Aria, tu vois? Aria, tu l'avais chroniqué aussi, hein, je crois. Moi, je trouve que c'est un jeu pensé pour la nouvelle génération, mais incroyablement bien pensé, hein. C'est du clé en main pour la nouvelle génération. Ouais, incroyablement bien pensé et d'ailleurs, tu voyais bien parce qu'il y a eu des critiques: «Ouais, mais il y a ça, il y a» et puis on disait: «Ben non, mais finalement, oui, tel truc est pas couvert, mais vous pouvez le couvrir par la parole, ça». On a encore parfois les relents, enfin les relents, c'est pas vrai, ouais, c'est un peu péjoratif. Les restes simulationnistes du jeu de rôle. Tu sais, quand tu retrouvais alors la vitesse du vent, en fonction de pour votre arc et Une colonie mais d'Europe ou d'Afrique? voilà. Alors peut-être que finalement, tu parlais des nouvelles formes de jeu. Celles qui vont rester, les grandes campagnes, c'est des campagnes qu'on va voir sur YouTube, qui seront plus sous un format papier, parce que de plus en plus, on regarde le jeu de rôle au lieu d'y jouer. Mais ça, par exemple, c'est un truc qui est je sais pas, combien de personnes de notre âge sont pris dedans. Moi, je sais que dans tous les vieux que je connais qui sont rôlistes autour de moi, personne ne se bouffe de Mmh, l'actuel play. pareil, Là, c'est ça. pareil, pareil, parce que, et là, je trouve justement que c'est là où ça marque la différence générationnelle. C'est, moi, je trouve ça génial parce que tu peux dire à quelqu'un: «Bah, tiens, tu veux savoir ce que c'est que le jeu de rôle? Tu vas regarder ça». Puis c'est une belle vitrine, hein. Je veux dire, tu as des trucs super bien faits. Mais très honnêtement, je n'ai regardé une ou 2 et puis après, bah, voilà, je jette toujours un coup d'œil aux nouveautés, mais voilà, je vais faire un épisode puis après, bon, bah, je penserai à mes parties. C'est parce que l'actual play, casse le concept de la pièce fermée. Parce qu'avant, on ne faisait que raconter nos parties. On n'avait pas de spectateurs, il y avait pas de témoins. L'actual play a cassé ça et on a le quatrième mur, disparaît et on le suit comme une aventure. Et c'est vrai que pour nous, c'est quelque chose qui est pour nous, on est autour de la table où on n'est pas. C'est Ouais. mmh et ça se crée, il y a des personnalités qui arrivent, des perso et ça que je trouve superbe, c'est que tu as à la fois les personnalités et les personnages qui prennent vie et donc on est content quand tel joueur ou joueuse va créer tel ou tel type de personnage. Je peux Mais venir voir maintenant, c'est une question que je reçois de temps en temps quand je dis: «Tiens, je vais faire jouer ça». Alors mmh, que, en fait, sur notre génération, ça aurait été même impensable, quoi, de poser la question: «Est-ce que je peux venir vous voir?» quoi, moi j'ai eu, je crois, enfin c'est pas je crois, j'ai eu une seule fois une personne, c'était la copine d'un des joueurs. Et elle m'a dit: «Est-ce que je peux venir?» C'était pas du tout parce qu'elle voulait, c'était parce que, en gros, elle repartait avec son copain et puis, dans la pièce, enfin voilà, elle avait été avec nous dans la pièce. Je lui dis: «Bah écoute, oui, il y a pas de souci. En revanche, tu vas, tu regardes, mais tu n'interviens pas et tout ça». Puis, et c'était la première fois et puis, elle me dit à la fin de la partie: «Ah, c'était super, on se croirait au cinéma» et ça m'avait fait toucher. Et surtout, effectivement, j'avais jamais pensé au fait de se dire: «Ah tiens, qu'est-ce que ça ferait si quelqu'un regardait une partie?» et c'est pour ça que l'actual play marche, parce qu'après on peut discuter et surtout tu peux discuter de manière, détachée. Un peu, quand tu refais un match de foot. Tu dis: «Ah bah là tiens, il aurait dû faire ci, il a fait ça», puis le rire, la convivialité et finalement tu revois des copains. Tu revois des copains au fur et à mesure et je pense que c'est peut-être une des pistes, peut-être que effectivement la prochaine grande franchise, elle sera, à la base du jeu en actual play et que ce soit des ou gens en qui temps réel avec le public qui peut participer. mmh et parce peut-être la réalité virtuelle aidera également. Enfin, je sais pas du tout, tu sais, il peut y avoir un milliard de choses. Tu joueras sur Meta et tu auras la table et puis si ça se trouve, on proposera à quelqu'un de venir faire un PNJ. Enfin, je sais pas, ça c'est il y a tous ces trucs qui peuvent arriver, c'est l'extension de la narration. Mais on Et a c'est une difficile à suivre parce qu'en plus, nous, on jouait aussi renfermé parce que bah, justement, c'était un truc qui n'était pas trop connu. mmh, Il y avait aussi le côté, voilà, on ne veut pas avoir à s'expliquer, on ne veut pas avoir honte, on ne veut pas avoir à se justifier. Donc, foutez-nous la paix, on est dans notre coin et puis on est entre nous. oui, c'est ça. Et ça, maintenant, c'est passé. C'est vrai que mais je pense que c'est dur pour ceux de notre génération qui ont tellement joué dans l'entre-soi
Mmh. de dépasser le truc, quoi. C'est d'autant plus dur aussi, enfin, je pense parce que tu te crées de formidables souvenirs et puis c'est les personnes avec qui tu joues, deviennent tes copains, quoi. Tu vois, il y a tout le cérémonial qui va autour, où tu connais vraiment les personnes, puis il y a l'avant, il y a l'après. On est une génération de l'intime. Toi, ça, par exemple, on n'en a pas parlé, mais c'est un truc qui a complètement changé. Le privé et le public, l'intime et le public, Mmh. on est sur une génération qui n'a absolument pas les mêmes notions, les mêmes approches que nous. Internet, Ah non, là-dessus, je trouve, a tout transformé, quoi. ah non, 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 non. Bah, tu sais, voilà, pour donner un exemple, j'étais aux 40 ans d'une amie ce week-end. Un il y avait donc un endroit où tu avais la fameuse lampe, circulaire pour, les podcasts, et il y avait un téléphone et en gros, tu venais te prendre en selfie. Alors donc chacun le faisait, mais je peux dire que les jeunes, oh là, le temps qu'ils ont passé à faire des comme ça, cœur avec les mains et tout ça, et je le vois aussi de toute façon avec les étudiants, bien entendu. On est dans une toute un il y a un tout autre rapport à l'image, que nous on pouvait avoir, et puis effectivement, ce rapport à l'image de facto entraîne un changement entre, privé, public, et que, bah, Ça tu va te être l'instant, on va passer pour des sales intellos, mais même si, enfin, ça me fait penser à l'étymologie justement du monstre, ce que l'on oui, montre. On est passé, ouais, d'une société où ce que l'on montre, ce qui se montre, mmh, c'était le mal, alors qu'il fallait être dans le rang, à une société où ce que l'on montre, c'est ce qui est valorisé et qui doit être mis en avant. voilà le fameux monstrare, Ouais. mais et d'ailleurs, moi je le vois régulièrement avec, quand je parle avec mes étudiants, que je dis que j'ai une chaîne, alors visiblement ça s'est pas mal su parce que j'ai eu des messages: «Je sais que vous avez une chaîne et vous avez accueilli Maxime Chatham, est-ce que vous auriez son numéro? Parce que je voudrais lui demander quelque chose». Je fais: «En fait non, je ne peux pas vous le donner». Mais, J'ai hem, son adresse si tu veux. voilà, mais c'est très drôle parce que il y a un truc, c'est à partir du moment où tu le fais, quel que soit le nombre finalement de viewers, enfin de spectateurs que tu peux avoir. Moi, quand je dis, voilà, Roi TV, il y a 20 000 abonnés. Oh, voilà, le truc comme ça, et que ce soit 10, 15 ou 100, et c'est ça qui est très intéressant parce que finalement, il y a aussi l'acte de passer qui franchit, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent pas passer, à l'antenne. D'ailleurs, c'est ça aussi qui est assez marrant, c'est de voir, qui dans notre communauté, veut bien passer à la caméra ou pas. Et on se rend compte maintenant que chez les jeunes, il y a aucun souci à passer parce qu'on a toute une génération de personnes qui font de l'actual play, qui sont tout le temps à l'image, qui sont tout le temps à l'image. Ça, on on est dans cette espèce de convergence avec, voilà, de changement d'époque, mais il y a plusieurs paradigmes là qui commencent à se modifier. Ça, c'est certain, et aussi, je pense que l'autre changement viendra quand seront on aura des boîtes d'édition qui ne seront plus des joueurs des années 90. Je pense que là aussi, on verra quelque chose parce que inconsciemment, l'éditeur va toujours proposer des choses qui lui plaisaient quand il jouait, et donc qui sont finalement assez proches de ce que peuvent consommer et de ce que peuvent jouer les joueurs actuels. Quand je dis les joueurs actuels, c'est ceux qui ont le pouvoir d'achat, c'est-à-dire les gens comme nous. Et en fait, quand on se retrouvera avec cette génération d'éditeurs qui aura 30 ans, là maintenant, ils seront totalement, débarrassés de la période noire du jeu de rôle et tout ça. Ça sera intéressant de voir, ce qui va être proposé. Peut-être qu'il y aura plus d'éditeurs et que ça sera fini, que ça sera mort du jeu de rôle. Mais ça sera intéressant justement de voir ça, quand, tout le monde passera la main pour, voir si dans les formats de jeu, si, dans les types de jeux proposés, on aura cette évolution. Est-ce qu'on va pas avoir une, wizardisation des productions, par exemple? Avec un Je suis en produit. train de me dire, les gens derrière Mir, ils sont quand même plus sur la trentaine que 40 plus. Les gens de qui? J'ai pas entendu. Mir. Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. D'accord, d'ailleurs, on est juste à côté d'eux au stand, et c'est ça, moi, qui m'intéresse. Ça m'intéresse de voir justement, l'étape d'après. On a un changement qui est très visible au niveau des pratiques de jeu. Au niveau des éditions, on est quand même toujours comme on était il y a 20-30 ans, et alors attention, c'est un constat, c'est pas une critique, c'est-à-dire que, ça coûte cher, il y a plein de choses et plein d'impondérables, hein,
qui rentrent en jeu. Et je ne parle même pas des écrans côté maître de jeu. Mais C'est clair que monter sa boîte d'édition à 20 ans, tu peux essayer, mais ouais, il faut déjà un apport financier, des connaissances techniques. Tu viens de sortir du lycée. Et puis aussi, tu as le fait que bah, beaucoup de gens veulent faire leur... Enfin, beaucoup de gens. Il y a des gens qui très régulièrement veulent sortir leur propre jeu. Et puis, ils viennent de nulle part, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on ne les connaît pas du tout. Et ça, je me suis rendu compte que quand c'est pas très connu, bah, notamment au niveau des financements, il y a pas... faut vraiment faire un projet ultra, ultra béton. Sinon, le succès, il n'est pas là, hein. Donc, j'en ai eu 2 ou 3. Je pense notamment à l'histoire aussi du documentaire sur les années Cassius qui devait être créé, où la personne était de super bonne volonté et de bonne foi, et puis où il y a eu des petits choix d'intervenants un peu malheureux, et puis où vraiment les questions c'était ouais, mais en fait, vous avez fait quoi avant? Tu vois, c'était ça. On aime bien avoir ce genre de choses chez nous. Ouais, Dans... ça rassure. Oui, ça rassure, mais encore une fois, il y a l'espèce d'entre-soi. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup des trucs comme Critical avec de Gigamic. Moi, je trouve ça super intéressant. Où là, il y a le jeu de rôle des Seigneurs des Anneaux chez 404 Éditions, qui, qui est un jeu de rôle où tu revis les quatre scénarios dans le film Le Seigneur des Anneaux. Bah, je trouve que c'est intelligent comme concept. Après, c'est un jeu de rôle qui sera limité parce que tu peux pas aller au-delà du Seigneur des Anneaux, au-delà d'autres choses. Tu peux difficilement faire tes propres histoires, mais je trouve ça très très intelligent. Critical est une bonne surprise, hein. Aussi Oui. bien dans le format que dans Mm. le matériel fourni pour le prix. Enfin, Mm. ouais, c'est vraiment... Ouais. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment une question moi, que je me pose, hein. C'est voilà, en 2037, 15 ans, on joue quand même à des trucs qui datent de 84. Est-ce que, voilà, est-ce qu'on aura d'autres choses ou est-ce que ça sera pas en fait, moi, ce que je voudrais que les jeunes joueurs, ils aient leur propre référence, pas la référence des anciens joueurs. C'est-à-dire Ça, pas, ils vont le faire malgré nous. oui, ils le feront, mais je sais plus si c'était hors antenne ou en antenne où je disais ça, mais nous avons vécu la sortie de ces grandes campagnes, de ces grands jeux. Donc on a un lien au-delà même de la qualité des jeux, on a un lien qui s'est créé entre cette période, ces sorties et ces jeux et nous. Là, on a une espèce de lien par procuration. Tu vois, c'est pour ça. Et puis après, au moins, on n'aura plus les gens qui disent ouais, moi j'ai commencé le jeu de rôle à 12 ans. Ta première partie à 12 ans, j'aimerais bien revoir ce que c'était. Voilà, Moi, j'ai commencé avant 12 ans, voilà, c'est ça. et Voilà, bah oui, c'était du grand n'importe quoi. Mais on les gens rigolait ne bien. savent pas. Non, j'ai commencé en primaire, hein, sur le Schmitt de l'œil noir. On était deux Oh, pauvres campins. Et, oh, mais c'est pareil, le Seigneur des Anneaux, je l'ai lu de mon CM1 à mon CM2. Et alors que tous nos petits camarades, pendant la récréation, ils allaient jouer, on était deux clampins sous le hangar à vélo et on lisait chacun notre tour. Bah, du coup, d'un wow. point de vue socialisation, c'était pas top, tu vois. Non, mais tu sais, C'est pas ouf. moi j'ai beaucoup d'affection pour cette période-là, parce qu'en fait, c'est une période où maintenant, c'est d'un commun. Je veux dire, Le Seigneur des Anneaux. Ah ouais, c'est le film, c'est l'adaptation du bouquin, en bouquin. Tu sais, on a été pendant très longtemps des personnes montrées du doigt pour ce qu'on aimait, parce que c'était pas sérieux, et soudainement, la mondialisation a fait que tout ce qui venait des États-Unis est devenu la norme, et que les effets spéciaux, que les lecteurs qu'on était sont devenus des décideurs, et que tout ça, tout ce qui était cette culture underground est devenu une culture mainstream. Et c'est pour ça que ça en fait râler tant que ça. Mais j'aime beaucoup, moi, cette période où, pour beaucoup, on a trouvé une évasion. Tu vois, là, j'ai mis sur Facebook une photo de mon... Tiens, bah attends, elle est là. Regarde. Ça, c'était une fiche de lecture. Voilà, c'est une fiche de lecture, comme par ici, en troisième sur Le Seigneur des Anneaux. Tu vois, j'avais ça. Je l'ai encore. Bon, je ne vais pas la rouvrir, mais elle était assez épaisse. J'avais photocopié JRTM pour illustrer. En la relisant, j'ai eu 18. Le prof était. Voilà, je pense que la forme a beaucoup compté dans la note. Mais
on a eu cette évasion, alors que c'était pas forcément si évident que ça. Parce que maintenant, moi, je suis fasciné par ma fille qui tombe sur un dessin animé et puis qui me dit: «Ah bah tiens, ça, c'est Flash». Toi, tu es là, tu fais. Puis après, elle est d'autant plus étonnée que je connais les noms. Et puis elle fait: «Bah, tu l'as vu le dessin animé?» «Non, ma chérie, je l'ai lu avant». Mais on a eu ce basculement et je me rappelle, j'avais lu la biographie de Charles Manson, Marilyn Manson, pardon. Et c'est pas le même, enfin, quoique. Pas exactement. Ouais, voilà. Et il disait, à un moment, il disait: «J'étais un tel loser au lycée que je me trimballais tout le temps avec un D20 dans la poche et chaque partie de Donjons et Dragons repousse d'autant la perte de votre virginité». Et tu vois, il y avait, dans cette phrase-là, il y avait, ça représentait aussi ce signe de ralliement. Il y avait une espèce de, en gros, tu connaissais pas la personne, mais elle faisait du jeu de rôle, bah, tu avais tout de suite la manière, tu pouvais tout de suite, discuter. Et moi, j'aime beaucoup, moi, cette période-là. Cette période où, en fait, on créait quelque chose et qu'effectivement, maintenant, il y a d'autres manières que de le créer et que, Donjons et Dragons, que tout ça, bah, oui, c'est ultra connu, c'est devenu l'emblème du jeu de rôle, mais par exemple, tu as plus besoin d'expliquer ce que c'est parce que, bah, c'est revenu. C'est ça qui Il y a est encore de la création, mais toi, elle est à la marge et du coup, on la oui, connaît pas encore. voilà. Et moi, j'attends que ça, moi, j'attends que d'être, j'adore être surpris par des jeux. Tiens, où est-ce que je l'avais montré là? Il y a le livre de Chris Spivey qui a fait, Harlem Unbound, la Haunted West. Là, il y a des choses, ouais, tu as envie de lire et de découvrir, tout ça. Mais, le jeu de rôle, il va pas disparaître, bien entendu, mais je pense que de toute façon, il y a une ouais, mais en revanche, il y a une telle cristallisation que, bah, le temps de jeu, l'argent également, se disperse de plus en plus. Mmh. Après, il va pas disparaître, mais c'est là où je suis. Bah, tu vois, on vient sur complètement autre chose. On va se manger une telle récession et une telle transformation du monde. Je sais pas si dans 20 ans, on pourra consacrer de l'énergie à faire du jeu de rôle. Alors, J'ai des petits doutes. sans aller aussi aussi loin que toi, en revanche, je pense à quelque chose et là, j'ai reçu, envoyé par BBE, le dernier attends, est-ce que c'était BBE ou pas? Parce que j'avais revu les prix. Donc là, il y a Genesis qui est sorti, donc c'était 45 €. Il y a une chose là où qui commence à, je trouve, venir, je sais plus où c'était, qui commence à venir, c'est qu'on a une très claire augmentation du prix du jeu de rôle. Ça, elle est très, très nette, on le voit bien. Et le souci, bah, on le sait bien, beaucoup de jeux sont achetés puis ils sont dans un coin. Est-ce qu'on va vouloir continuer à acheter autant de jeux qui coûtent cher, sachant qu'on ne va pas les lire? Parce que, et je pèse mes mots, sachant qu'on ne va pas les lire et qu'on va recevoir un truc de 20 kilos et qu'on va foutre dans sa Kallax. Ça, c'est la question que je me pose et Oui, que on en peut-être parlait justement avant ouais. l'interview, mais oui, on Mmh. est passé de les gens qui sont collectionneurs, qui achètent en disant bon, c'est pas grave, j'y jouerai pas, mais je les lirai, Mmh. à j'achète, j'ai même plus le temps de les lire. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que j'ai, il y a des gens dans la vidéo qu'on a faite sur, Jouer Plus, j'expliquais, enfin, je citais un exemple parce que un copain, moi, qui m'a dit et qui est un gros, 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 gros joueur, et qui est absolument extraordinaire et qui m'a dit: «Mais de toute façon, ça, bah, en fait, j'ai revendu ces jeux-là parce que je sais que de ma vie, je n'y jouerai jamais». Ah, ça te prend un petit coup de poing dans la figure quand il dit ça, mais en fait, il a raison. Moi, je regarde les jeux, les fameux de: «Ah, si jamais», mais non, je sais que je suis content de les avoir parce que quand je les ai lus, ça m'a fait une belle évasion, que la lecture du jeu procure une évasion, mais que la lecture du jeu ne me procure plus une expérience ludique. Parce que le but ultime quand même de ce jeu, c'est d'être joué. Heu et l'expérience ludique, elle est plus là, c'est juste dans la lecture. Donc c'est une question parce que, on a quand même, bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu calmé, mais tu te rappelles la fin de l'année dernière, mais ça sortait dans tous les sens, hein. Ouais, il y a eu un C'est moment, bah, ouais, jusqu'au Covid, et puis après, on a eu l'augmentation du mmh. prix papier, et puis l'effet Covid aussi, je pense, sur les boîtes, et ça a Et commencé à mmh se calmer. et puis tu vois, on a quand même enfin pas non, non, c'est pas des retards bien entendu, mais des annonces de sortie qui sont, de plus en plus longues. Par exemple, c'est, la lisière, j'allais dire la rizière, non, la lisière.
La Lisière, c'est fin 2023. Le Ragnarok, fin 2023. C'est. Et plus, on sait très bien que les 12 singes, ils te livrent sur l'ongle. Et tu sais que Black Book, c'est pareil. Là, ça fait longtemps qu'ils se sont débarrassés des pavillons noirs et autres, ou de la Elite. Mais tu te dis fin 2023, quoi. On est fin 2022. On n'est même pas fin 2022. Et à combien de jeux on aura pledgé d'ici là? À combien de jeux on aura joué? Dans combien de campagnes on sera quand va arriver ce jeu? Et qu'il va falloir lui faire une place. Ah, puis on est tellement dans le pulsionnel aussi. Je vois une campagne, je vois un Oui, truc. parce que souvent, ce qu'on voit dans les réceptions sur les jeux ou les réactions sur les jeux, c'est qu'est-ce que c'est beau. C'est quand même quelque chose qui revient très très souvent. Euh, on voit un peu moins. Je suis en plein dedans avec mes joueurs, c'est extraordinaire, que dans sensations, que d'émotions. Ça, on le voit beaucoup, beaucoup moins. On voit surtout le qu'est-ce que c'est beau, il est beau ce vernis sélectif et on a ça et on a un objet qui est de plus en plus objet, qui est beaucoup moins élément de jeu. Et quand on a ce côté élément de jeu qui disparaît, eh ben, est-ce que j'ai envie d'acheter un livre à 65 € ou est-ce que je veux pas acheter un roman, un bouquin d'art, un autre truc à 65 €? C'est la question. Moi, je te le dis très très honnêtement, j'achète de moins en moins de jeux de rôle, j'achète de plus en plus de sorties comics pour toutes les raisons que j'expliquais auparavant. Je me rapproche de plus en plus de mon autre passion, parce qu'au moins il n'y a personne qui vient faire des commentaires, et je trouve beaucoup plus de plaisir à redécouvrir des bandes dessinées, puis c'est vis-à-vis de moi-même, je me fais mon dialogue, voilà, je revois ça. Parce que pour le même prix, finalement, j'ai quelque chose qui va durer plus longtemps et quelque chose que je vais lire. Je ne parle pas des services presse, hein, je parle vraiment de mes achats personnels. Et je m'en suis rendu compte aux États-Unis. De mes achats personnels, il y en a eu. Je suis tombé sur Prince Valiant. J'ai pris 2, 3 autres trucs pas très connus parce que je ne pouvais pas les avoir en France. Et puis ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là. Parce que je me disais, est-ce que j'y jouerais? Est-ce que je. Voilà. Donc, puis après, je fais, bah non, je ne veux pas y jouer. Donc, c'est pas la peine. Et ça m'a fait mal, hein. Ça m'a fait mal de me rendre compte que je disais ça. Non, mais je te rejoins, hein. Moi, il y a des trucs que je vais faire jouer parce que toi, pour faire des critiques plus complètes, mais où j'aurais pas le temps d'y jouer réellement, au sens, toi, en campagne longue. Mmh. Hors écran, je te parlais d'Historia, que j'ai encore relevé dedans, que je vais faire jouer dans pas très longtemps, que je trouve sublime. Mais c'est un truc, de toute façon, pour avoir vraiment sa saveur et l'essence du jeu, bon, bah, tu joues en campagne. J'ai pas 3 ans à consacrer à Historia. Oui, c'est ça. Soyons honnêtes. Alors que le truc, je trouve il est beau, il est profond, il a des tas de niveaux de lecture, machin. J'ai pas 3 ans à consacrer à Historia. Ouais, tu sais ça, moi, je suis sur une campagne, là, on est sur la 16e année. Bon, ben, elle me prend une zone de temps. Je sais que c'est pour ça qu'à côté, je ne joue quasiment qu'à des. Par exemple, si je joue régulièrement en Donjons et Dragons, c'est parce que je peux revoir les copains. Puis aussi, c'est que ça me demande finalement que le travail de modification. Ça me demande pas tout le travail de création derrière. Et, et c'est pour ça que toutes les parties que je fais maintenant, j'ai décidé, j'en ai une, ça va être ma grande campagne. Et puis les autres, alors, ça peut faire comme une campagne, parce quand l'histoire sera finie, on en fera une autre. Mais j'ai plus le temps de m'attacher à créer 2 ou 3 autres campagnes. Et puis c'est pareil, bah, tu vois, je sais que je ne ferai plus jamais de campagne de 16 ans. C'est-à-dire que c'est celle qui en a 16 qui va continuer, et puis qui s'arrêtera quand elle s'arrêtera. T'as tellement de jeux bien en ce moment que, présumons déjà que t'es un grand malade, tu consacres 5 Ouais. soirées Mm. sur 7. Bah, tu feras quand même que 5 jeux. Ce Oui, qui c'est est ça. une goutte d'eau par rapport au nombre de sorties. Que 5 jeux, voilà, tu prends le nombre de sorties. Moi, je sais que l'Odyssée des Seigneurs Dragons, elle m'attire, mais très très fortement. J'ai toujours une campagne maison de Mutant and Masterminds à structurer. Il y a beaucoup de choses. Ouais, alors, si je penche la tête, c'est parce que je regarde mes jeux Moi, je regarde mon chien, t'as voilà, juste hypnotisé, genre calme-toi. qui sont dedans. Donc, oui, on a ça. Et là aussi, on parlait de la nostalgie. On était à une époque où on tournait sur 10 jeux, et puis les sorties, elles étaient pas pléthoriques, parce que bah, même s'ils étaient 10 jeux. pléthoriques, fallait acheter. Si tu étais en dehors des zones parisiennes, bon, bah,
tu avais la VPC de Lost Cube. Je me rappelle encore de mon Monster Manual, de mon Player's Handbook 2e édition qui m'avait été envoyé. Il y avait un énorme coup de cutter dessus parce qu'ils avaient ouvert la caisse avec un cutter. Ils me l'avaient envoyé en VPC. Puis il m'avait dit, ah bon, bah, voilà. Je me rappelle. Bon, c'était il y a très longtemps, donc hein, voilà, je ne dis absolument rien sur ces souvenirs d'acheteur il y a très longtemps. Hein. Les gens ont dû changer, ce cutter a dû disparaître. Mais voilà, enfin, tu recevais le contact avec le jeu était moins évident. Là maintenant, Philibert, BBE, pop, clic, et puis c'est chez toi. Donc mais effectivement, on a. Puis surtout, c'est qu'on arrive même au domaine de l'espace que tu as chez toi, qui est tout simple. C'est ça qui est J'y terrible. plus, je t'avoue. Hein. Oui, toi, évidemment. Vous, les collectionneurs, à un moment, rendez-vous compte que c'est du fétichisme et que ça vous fait Ah du oui. mal. Apprenez à lâcher le superflu. Oui, bah, c'est moi par exemple, là, là j'ai donné un paquet de jeux à mes copains joueurs là. J'ai dit ah, tiens ça hop, j'y jouerai pas et c'est ça. Et effectivement, le moment où tes jeux, tu es obligé de les mettre par terre, c'est qu'il y a un problème de place. C'est exactement ça. Donc on verra où on refera cette même émission dans 15 ans et puis on va voir ce qui se sera passé. Mais on est, je pense, dans une croisée. Là, on est vraiment dans une croisée des chemins. Il y aura des directions qui seront prises, bien entendu. Et puis pour le meilleur, mais enfin, si je dirais même d'ailleurs pour le meilleur, parce que on a quand même une créativité extraordinaire. C'est quand tu vois le nombre de choses qui sortent, moi je suis assez admiratif. Il y a voilà, enfin, le haut du panier n'a absolument rien à envier, bien au contraire d'ailleurs, aux sorties qu'il y avait auparavant. Le problème, c'est que c'est un haut du panier qui est finalement parfois moins accessible. C'est-à-dire si tu l'as raté en campagne, si tu l'as raté en ceci, si tu l'as raté en cela, je trouve c'est plus difficile de se faire un nom, de se faire une réputation dans la masse de jeux qui sortent. Ouais, non, puis même s'il y a moins de sorties pour le futur, ça ne bridera pas non plus la créativité des gens qui veulent faire des trucs sur Casus No ou enfin, Oui, c'est ça. Enfin, quand on voit les jeux qui sortent, enfin, voilà, on a de très très belles choses. Et encore une fois, quand tu relis les vieux trucs que tu avais, il y a beaucoup de choses que si ça sortait maintenant, tu ferais bon, voilà. mais ça serait plus possible. Voilà, parce que évidemment, à chaque époque, c'est à chaque époque, ses exigences. Et puis ça aussi nous ramène à cette question philosophique. Est-ce que le premier joueur de violon était le meilleur joueur de violon au monde? Voilà. C'est aussi quelque chose qu'il faut voir. Alors Benoît, je ne te vois plus. Tu me vois, Benoît? Invasion du chien, tu ne rates rien. Voilà, alors moi je ne t'ai plus, ça a coupé en fait. Ça a coupé quand j'ai parlé à la fin de mon expression sur le joueur de violon. Eh ben, du coup, on est déjà à 2h27. Ouais. Il y a des enfants à aller chercher, ça aussi, il n'y avait pas ça, les enfants à aller chercher quand on était plus jeune. Oui. Donc, du coup, de toute façon, à la prochaine, tout simplement. Bien Nous, entendu. sur Shop en privé bien avant. Bien entendu. Et puis, oui, on a digressé dans tous les sens, mais c'était le projet. Voilà. Ok, un grand merci Benoît et à très très bientôt. Bon octogone à toi, Mathieu. Merci bien. Salut. Et voilà.